Salut les amis, je m'appelle Alex et je suis entraîneur personnel certifié en nutrition. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à toutes celles et à ceux qui attaquent le lait et les laitages, car j'en ai franchement marre de voir et de recevoir en permanence des messages de personnes m'alertant sur leur nocivité présumée. Et ce dont j'ai le plus marre, à vrai dire, c'est de tous ces opportunistes et marchands du temple qui surfent actuellement sur la vague anti-lait pour se faire un maximum d'argent en instrumentalisant vos peurs et vos angoisses. Attention, je ne vais pas non plus me livrer ici un tableau encenseur du lait et des laitages et vous dire que les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Car je ne le pense pas. Ils ne le sont pas pour nous tous en tout cas. Ce que je vais faire en revanche, c'est vous donner 3 arguments pour vous démontrer pourquoi celles et ceux qui disent que le lait et les laitages sont fondamentalement mauvais pour la santé ont en grande partie tort de le dire. Un des tout premiers arguments des détracteurs du lait est de dire que le lait ne réduit pas les risques d'ostéoporose et que pire même, il les augmente. Alors pour faire court, l'ostéoporose est une maladie dégénérative qui se caractérise par une diminution et une détérioration du tissu osseux. Vos os deviennent poreux, comme du gruyère en quelque sorte, ce qui peut finir à terme par conduire à des fractures osseuses. Donc, pour défendre leur point de vue selon lequel le lait augmenterait les risques d'ostéoporose, les opposants au lait avancent les résultats d'études, dont une essentiellement de Yale, dont vous pouvez voir le lien s'afficher en ce moment même à l'écran, qui a révélé que les pays nordiques, qui sont parmi les plus gros consommateurs de produits laitiers au monde, sont aussi ceux où les taux d'ostéoporose sont parmi les plus élevés. Ergo, pour eux, la conclusion ne fait aucun doute. Le lait et les laitages ne réduisent non seulement pas les risques d'ostéoporose, mais pire même, l'étude de Yale démontre clairement qu'ils les augmentent. Personnellement, moi j'appelle soit ça de l'ignorance plate, soit de la malhonnêteté intellectuelle. Car voyez-vous, ce n'est pour commencer pas du tout ce que concluent les auteurs de l'étude en question. Voici ce qu'ils concluent littéralement. De plus, l'ajout de protéines alimentaires a augmenté la calciurie et il y a des preuves qui indiquent que cette augmentation serait due à un changement de l'équilibre acido-basique du sang des sujets. Pour finir, il y a des preuves que des niveaux d'acidité considérés physiologiquement élevés pourraient engendrer une perte de masse osseuse. Pour vous simplifier l'interprétation, il ne conclut pas que le lait et les produits laitiers augmentent les risques d'ostéoporose, mais qu'ils font partie, aux côtés d'autres protéines animales, de ces produits qui acidifient l'organisme et ont donc tendance à favoriser la déminéralisation des os, donc leur fragilisation. Vous demandez alors pourquoi ne pointer que le lait et les produits laitiers du doigt dans ce cas? La viande, le poisson, les céréales et tous les autres produits acidifiants sont tout aussi concernés, n'est-ce pas? Exact. Toutes les protéines animales et pas que le lait sont concernées dans ce cas. Et ce n'est pas le plus important. Car cette conclusion révèle une autre grossière erreur que commettent celles et ceux qui disent que les produits laitiers augmentent les risques d'ostéoporose. Le fait qu'ils confondent corrélation et causalité. Les auteurs de l'étude le soulignent pourtant eux-mêmes dans leur conclusion. Leur étude ne démontre pas que les protéines, dont les produits laitiers, causent l'ostéoporose, mais que leur consommation semble corrélé à de plus grands risques d'en souffrir. Nuance. Si vous ne voyez pas vraiment la différence, permettez-moi de vous l'expliciter. Ce n'est pas parce que 2 événements se produisent en même temps, au même endroit, et qu'ils ont l'air d'avoir un lien entre eux, d'être corrélés donc, qu'ils entretiennent pour autant une relation de cause à effet, autrement dit que l'un cause le second ou l'inverse. Par exemple, le fait de dormir avec des chaussures est corrélé au fait de se réveiller avec un mal de tête. Peut-on en conclure pour autant que dormir avec des chaussures fait mal à la tête ? Non, si l'on fait preuve d'un certain bon sens. Une explication plus vraisemblable est que ces 2 événements font suite à des soirées trop arrosées. Deuxième exemple, dans les communes qui abritent des cigognes, les taux de natalité sont généralement plus élevés que dans les grandes villes. Peut-on en conclure pour autant que ce sont les cigognes qui apportent des bébés? Non, encore une fois. L'explication la plus probable est que les cigognes nichent de préférence dans les villages plutôt que dans les grandes agglomérations. Or, il se trouve que la natalité est plus forte en milieu rural que dans les villes. La plus forte natalité qu'on rencontre dans les communes n'a donc rien à voir avec la présence ou non des cigognes, même si l'on pourrait penser a priori le contraire. Eh bien, c'est exactement pareil pour l'étude de Yale. Il s'agit d'une étude observationnelle, autrement dit d'une étude qui ne fait qu'observer que 2 phénomènes, la surconsommation des protéines animales et des taux d'ostéoporose élevés, coexistent. Mais en rien ne prouve-t-elle que ces phénomènes sont liés, et encore moins que l'un provoque le second ou l'inverse. Je ne cherche en rien à discréditer par là la thèse des scientifiques sur le lien entre l'équilibre acido-basique du sang
et l'ostéoporose, car ce lien me paraît tout à fait évident, mais en même temps, rien ne prouve que ce sont les produits laitiers et eux, et uniquement eux, qui causent, entre guillemets, l'ostéoporose. De fait, c'est peut-être l'alimentation trop acidifiante des populations des pays du Nord, ou peut-être pas assez alcalifiante et riche en vitamine D, qui en est à l'origine. En clair, au lieu d'accuser le lait de déminéraliser les os et de provoquer l'ostéoporose, peut-être vaudrait-il mieux recommander aux gens de ne pas consommer trop de viande et de poisson, d'augmenter leur apport en fruits et en légumes qui ont un effet alcalifiant, et de surveiller leur apport en magnésium, en sélénium et en vitamine D. Car accusé par simplification extrême, le lait et les laitages d'être la cause de l'ostéoporose et d'autres maladies, c'est non seulement détourner les conclusions de la science qui ne dit pas exactement cela, mais en plus peut-être faire l'erreur de pointer du doigt l'arbre qui cache la forêt des véritables causes de ces maladies. Alors la deuxième grosse erreur des exégètes de la science infuse, qu'ils diffusent pour le coup très mal, c'est qu'ils omettent totalement de considérer le poids des facteurs confondants. En science, un facteur confondant est une variable non prise en compte durant l'analyse et qui est susceptible de fausser les résultats et d'orienter les chercheurs vers de mauvaises conclusions. Pour vous aider à mieux comprendre l'influence négative que peut exercer un facteur confondant, je vais vous donner un exemple. Admettons que vous conduisiez une étude sur les effets de la consommation du café sur les maladies cardiovasculaires. Au cours de l'analyse des résultats, vous réalisez alors que lorsque la consommation de café de votre échantillon augmente, les maladies cardiovasculaires augmentent à leur tour. Vous pourriez alors faussement en conclure que la consommation de café est un facteur de risque ou aggravant des maladies cardiovasculaires. Or, ce serait précisément là que le bât blesse justement. Car ce que votre analyse éluderait, c'est que les buveurs de café sont généralement des fumeurs aussi. Par conséquent, c'est peut-être bien plus leur consommation de tabac que leur consommation de café à proprement parler qui explique pourquoi ils souffrent davantage de maladies cardiovasculaires que les autres groupes. En l'occurrence, la consommation de tabac, le tabagisme donc, serait l'un des facteurs confondants de votre étude. Pour réduire l'incidence de ces facteurs, les scientifiques font généralement leurs recherches dans un cadre expérimental où ils peuvent presque exactement contrôler toutes les variables qu'ils cherchent à mesurer et soustraire toutes les variables indésirables, confondantes donc, susceptibles d'interférer avec les données. Le problème, c'est qu'en nutrition humaine, il est impossible d'organiser ce type d'expérience. Comment voulez-vous en effet organiser et contrôler dans le détail les habitudes alimentaires de dizaines de millions d'individus? C'est tout bonnement impossible. C'est pourquoi, à la lumière de cet état de fait, toute étude en nutrition humaine ne peut déboucher que sur des résultats qui, au mieux, apportent un éclairage sur une question donnée, mais qui en aucun cas ne peuvent constituer des preuves irréfutables. Si l'on prend par exemple le cas du cancer de la prostate que provoquerait soi-disant le lait, bien qu'il soit vrai que des études épidémiologiques aient observé que l'incidence de ce type de cancer est plus élevée dans les pays où l'on consomme beaucoup de produits laitiers, cela ne veut pas dire pour autant que nous tenons là une preuve formelle que ce sont le lait et les laitages qui sont à l'origine de ces taux. Nous avons tout juste une piste, une hypothèse et encore assez bancale selon moi. Car plein de facteurs confondants, totalement écartés de l'étude, peuvent eux aussi expliquer pourquoi l'on voit autant de cancers de la prostate au sein des populations de ces pays, comme par exemple la prédisposition génétique des populations de ces pays à ce type de cancer, leurs habitudes alimentaires, mangent-elles trop de graisse animale, trop de graisse saturée, consomment-elles assez de sélénium, de vitamine E, de vitamine D? L'environnement dans lequel ces populations vivent, est-il pollué ou pas? L'activité sexuelle de ces populations, est-elle suffisante et régulière? Car tous ces facteurs peuvent eux aussi concourir au cancer de la prostate, indépendamment de la quantité de lait et de laitage que l'on peut consommer. Sachez une chose les amis, une maladie est très rarement provoquée par un seul et unique facteur, par exemple le lait, mais plutôt par un ensemble de facteurs qui, lorsqu'ils se combinent, vous prédisposent à la développer. Ma question est donc la suivante. Comment les lactophobes peuvent-ils dire que le lait est fondamentalement nocif, alors que les études ne démontrent aucun lien de cause à effet entre sa consommation et les maladies dont je viens de parler, mais tout au mieux de vagues et parfois très hasardeuses corrélations? Comme je vous l'ai dit, je crois pour ma part qu'il s'agit soit de mes connaissances plates du sujet, soit de malhonnêteté intellectuelle doublée de cupidité. Il est en effet beaucoup plus facile de vendre des dizaines de milliers de bouquins et d'être invité à des séminaires si vous développez et entretenez une peur alimentaire, en particulier si cette peur est dirigée contre un produit que tout le monde consomme, en l'occurrence le lait. Naturellement, tout le monde va se sentir concerné.
Il existe depuis quelques années une science émergente qui étudie le dialogue entre notre alimentation et nos gènes. Et cette science, c'est la nutrigénétique. Alors la nutrigénétique, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Pour faire court, la nutrigénétique est une discipline qui essaie de comprendre pourquoi nous ne réagissons pas tous de la même manière à ce que nous mangeons en étudiant pour cela nos bases héréditaires, autrement dit notre patrimoine génétique. Car oui, messieurs, dames, ce que l'on définit comme l'alimentation optimale n'est pas la même pour tout le monde. Un régime alimentaire peut par exemple tout à fait vous convenir, mais ne pas du tout convenir à l'organisme de votre voisin, car vous n'avez ni nécessairement le même patrimoine génétique que lui, ni le même métabolisme que lui, ni les mêmes besoins énergétiques que lui. Évidemment, ces différences interindividuelles s'appliquent au lait et au laitage. Vous pouvez par exemple tout à fait les tolérer et même renforcer votre capital santé en consommant de façon régulière, tandis que votre voisin, lui au contraire, peut ne pas du tout les supporter, souffrant de maux divers s'il le fait. Ce principe de variabilité des besoins alimentaires entre individus a été brillamment mis en exergue dans une étude publiée en 2014. Au cours d'une immense enquête conduite dans plusieurs pays, des scientifiques ont en effet constaté que si les populations de certains pays scandinaves et d'Afrique étaient encore capables d'assimiler le sucre du lait, le lactose, à l'âge adulte, c'est parce que les ancêtres de ces populations ont connu des mutations génétiques qui ont permis aux nouvelles générations de conserver active l'enzyme chargée de métaboliser ce sucre. Pour la petite histoire, la non-inhibition de cette enzyme nommée lactase, qui permet donc l'assimilation du sucre du lait, se réduit à des mutations génétiques survenues il y a environ 10 000 ans, à la suite de l'introduction de l'élevage des vaches, des brebis et des chameaux. Durant les périodes de disette alimentaire, la consommation du lait de ces bêtes aurait permis aux membres de la communauté capables de bien assimiler le sucre du lait de survivre et donc de se reproduire. Et c'est donc par pure sélection naturelle que leur avantage génétique vis-à-vis du lait se serait transmis de génération en génération et aurait perduré, raison pour laquelle on retrouve aujourd'hui des populations dans le monde où la tolérance au lactose et aux protéines du lait de vache demeure très forte, même à l'âge adulte. Bref, toute cette histoire de nutrigénétique m'amène à une chose. Quand quelqu'un vous dit de ne pas boire du lait de vache car près de 7 adultes sur 10 dans le monde y sont intolérants et qu'une minorité est allergique à ces protéines, posez-vous la question suivante. Suis-je moi aussi concerné? Et ceci est d'ailleurs valable pour tous les produits alimentaires, pas que le lait. Car bien que ces statistiques soient vraies et que vous deviez éviter le lait si vous souffrez d'intolérance au lactose ou d'allergie à l'un de ses composants, pourquoi vous imposez cette restriction si ce n'est pas votre cas à vous? Notez en plus que ce problème d'intolérance au lactose s'applique surtout au lait et beaucoup moins au laitage, car ces derniers contiennent beaucoup moins de lactose que le lait du fait de la fermentation et de l'écumage du petit lait qu'ils subissent. Facteurs confondants, biais méthodologiques, confusion entre corrélation et causalité. Mon but dans cette vidéo n'est pas de contester la validité de toutes les études scientifiques qui portent sur le lait et les laitages, et encore moins de dénigrer le travail de tous ces scientifiques rigoureux qui y consacrent leur temps et leur énergie. Mon but est plutôt de nuancer les conclusions hâtives et parfois trop radicales émises par celles et ceux qui, en aval, les interprètent comme ça les arrange. Car non, messieurs, dames, le lait n'est ni un aliment miracle, ni un poison mortel. Ou en tout cas, ça dépend pour qui. Autant chez les personnes intolérantes au lactose, allergiques à la bêta-caséine, ayant une alimentation trop riche en protéines et en graisses animales, est-il susceptible d'engendrer des problèmes de santé parfois graves? Autant chez celles et ceux qui ne sont ni intolérantes au lactose, ni allergiques à ses composants, et qui ont par ailleurs une alimentation équilibrée, peut-il représenter une manne bienfaitrice de nutriments grâce à ses protéines d'excellente qualité, sa vitamine D, son eau et son calcium. À propos du calcium d'ailleurs, et je finirai là-dessus, voici un dernier argument parmi tant d'autres qu'omettent de mentionner celles et ceux qui font fortune en vous vendant des bouquins anti-lait et des régimes sans lactose. Oui, les produits laitiers ne sont pas la seule source de calcium. Et oui, le calcium des produits laitiers n'est pas nécessairement le mieux assimilable de tous, soit. Mais par quoi proposez-vous concrètement de les remplacer? Par des sardines? Et que faites-vous des métaux lourds qui en polluent la chair? Par des amandes? Et que faites-vous de celles et ceux qui sont allergiques? Par du brocoli? Et que faire alors de ces effets coagulants et potentiellement goitrogènes si on en consomme trop? Attention, je ne veux pas dire par là qu'il est impossible de vivre sans produits laitiers. Au contraire, c'est tout à fait réalisable. Et si vous avez un problème avéré d'intolérance ou d'allergie aux produits laitiers, c'est vraiment ce que vous devez faire. En revanche, si ce n'est pas votre cas et que vous n'avez ni nécessairement les moyens, ni nécessairement le temps,
nécessairement l'envie de mettre en place toute la gymnastique hygiéno-diététique que requiert la suppression et l'élimination des laitages de votre alimentation, alors ne vous en privez pas. Car sur le plan nutritionnel, si c'est pour remplacer les produits laitiers que vous mangez par encore pire que des produits laitiers, mieux vous abstenir d'en changer. Je rappellerai ici aux lactophobes de tous bords qu'ils ne doivent pas oublier une chose essentielle. Les produits laitiers restent à l'heure d'aujourd'hui des produits très accessibles et facilement consommables. Or, en cas de suppression, par quelle catégorie d'aliments aussi commodes et aussi riches en nutriments propose-t-il de les remplacer ? Ah, il fut un temps où les produits laitiers étaient nos amis pour la vie, mais ce temps est révolu, soit, et c'est en partie justifié. Cela dit, je ne pense pas non plus qu'il soit avisé d'en faire aujourd'hui nos ennemis pour l'éternité. Pour finir les amis, permettez-moi de vous donner ce même conseil que je donne souvent à celles et à ceux qui m'entourent. Consommez l'information nutritionnelle avec modération et prudence. Car si vous prenez vraiment tout ce qui se dit sur le lait, le jaune d'œuf, la viande, le poisson, les légumes et j'en passe et des meilleurs au pied de la lettre, ce n'est ni de cancer, ni de diabète, ni de maladies cardiovasculaires, ni de maladies neurodégénératives que vous risquez de mourir, mais bel et bien de dénutrition. Car si vous écoutez vraiment tout ce qui se dit aujourd'hui au sujet de la nutrition, il vaudrait carrément mieux arrêter de manger tout de suite. Bref, c'était Alex. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas également à la liker, la commenter et la partager sur les réseaux sociaux. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.